Bonjour à tous les trois, bienvenue sur ce live, ce nouveau live Twitch Instant Coding. On a aujourd'hui, Salut. salut, on a aujourd'hui la chance de recevoir Meriem et d'avoir une nouvelle chroniqueuse qui est Clarisse. Hello. Clarisse, tu vas devoir te présenter, faire le jeu de présentation dans un instant. Juste avant de commencer à rentrer dans le jeu des présentations et ensuite sur notre sujet du jour, je voudrais, comme d'habitude, remercier Octo Technologies qui nous permet de faire ce live, de prendre du temps sur notre temps de travail pour préparer et faire ces lives à raison d'une fois par mois. Et vous retrouverez tous les épisodes sur notre chaîne YouTube Instant Coding. Voilà, vous allez pouvoir revoir tous les replays jusqu'à présent. Ok. Si vous êtes tous et toutes prêtes, Yep. c'est parti. Du coup, Clarisse, à toi la parole. Présente-toi, ton parcours un peu, comment tu es arrivé chez Octo, qu'est-ce que tu fais chez Octo, tout ça. Ok, c'est parti. Du coup, moi j'ai commencé à Octo en tant que stagiaire donc pour mon stage de fin d'études, du coup en sortie d'école d'ingénieur. Et du coup à Octo, en stage, je travaillais sur le sujet du design système technique. Donc je commençais à jouer un peu avec le design système de Octo. Et après, du coup, je suis devenue consultante, donc développeuse full stack pour Octo. Donc j'ai travaillé pour des notions au service public. Et maintenant, du coup, je travaille pour Pix, qui est une plateforme qui certifie nos compétences numériques, voilà, qui est utilisée par tous les collégiens et lycéens de France. Et sinon, moi, je suis soucieuse d'une culture plus inclusive et accessible en général, tant dans mon code que dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Voilà pour moi. C'est Ok. quoi les études que tu as fait avant d'arriver chez Octo? Du coup, j'étais en école d'ingénieur à Essy-Paris. Voilà. Mhm. Cool. Très Super. bien, merci. Belle présentation. Bienvenue Clarisse. Yes, bienvenue et tu es la bienvenue aussi quand tu veux en tant que chroniqueuse sur cette émission, évidemment. Myriam, salut, tu vas bien? Salut, salut. Vas-y, Marianne. Ça va super. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour Yes. l'invitation d'ailleurs. Mais Bah, de avec, rien. avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on voulait parler un peu de ton retour d'expérience en tant que femme et en tant que CTO et femme dans un monde où on le sait, il y a très peu de femmes CTO, surtout dans des grandes ESN. Alors on pourra revenir sur le thème de grandes ESN pour Octo, ça nous intéresse de savoir quel est ton point de vue. Mais j'avais vu passer un de tes messages où tu disais qu'il y avait que 2% de femmes ESN, CTO en ESN, pardon. Voilà, je voulais avoir ton ressenti. La première question que je voulais te poser, et je laisserai mes camarades ensuite enchaîner, c'est quel est le rôle d'une CTO en ESN versus le rôle d'un CTO chez un client final? J'ai l'impression que c'est pas la même chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment tu différencies un petit peu le rôle? Ouais, alors effectivement, on a fait un travail. Donc moi, je fais partie donc je suis CTO d'Octo depuis 4 ans maintenant. Et je fais partie d'un réseau de CTO en France, à Paris principalement, mais en France un peu plus globalement. Donc on travaille beaucoup sur cette question du rôle de la CTO en fonction des structures dans lesquelles on évolue. Et effectivement, il y a très, très peu de CTO dans des structures de type ESN, contrairement à des boîtes de produits où généralement on trouve un Chief Technology Officer. Alors parfois, il y a des variantes. Parfois, le Chief Technology Officer est aussi un Chief Product Officer. Parfois, il y a une Hmm. distinction, etc. Mais c'est vrai que c'est assez rare de trouver des CTO dans des ESN. Donc, il n'y a pas, enfin, la distinction, et il y a une distinction forte entre une ESN, donc une structure ESN, et ce qu'on fait dans une boîte de produits. Mais même dans une boîte de produits, en fonction de la taille, en fonction du niveau d'évolution de la structure, du produit, en fonction de la technicité ou pas du produit, est-ce que c'est une plateforme ou pas, le rôle est forcément différent et on ne fera pas la même chose dans cette structure-là. Pour revenir à ta question, donc moi, on m'a proposé d'être Chief Technology Officer d'Octo il y a à peu près 4 ans. Et donc, pour la petite histoire, on pourra revenir dessus peut-être. J'étais enceinte de 8 mois à ce moment-là. C'est vrai, je m'en Donc, souviens. et donc, je me suis posé plein de questions en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça signifie quoi si tu es dans une scène, mais il n'y a pas de produit, je ne comprends pas. Je ne vais pas faire
l'architecture technique de chacune de nos missions, ça n'a pas de sens, ça ne scale pas, etc. Au final, avec une très bonne discussion, d'ailleurs, je remercie beaucoup Ludovic Cinquin, avec qui j'ai beaucoup travaillé cette question-là. Au bout d'1 an, j'ai réussi à shaper un petit peu mon rôle, parce que chez Octo, comme beaucoup d'endroits, au final, c'est quand on prend un rôle, quand on commence à l'incarner, qu'on commence un peu à dessiner les contours et à savoir ce qu'on y met derrière, ce qu'on met derrière ce rôle. Aujourd'hui, je suis capable de définir en 3 choses principales. Donc, la première chose, c'est travailler sur les orientations techniques et méthodologiques stratégiques pour Octo. Donc, des orientations stratégiques, ça peut être par exemple notre positionnement dans le cloud, notre positionnement sur le cloud souverain, notre positionnement sur la privacy et tous ces sujets-là, notre positionnement sur l'intelligence artificielle et la confiance, les sujets de confiance dans l'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est vraiment des orientations stratégiques d'Octo. De ça, on découle 2 choses. En tout cas, moi, progressivement, j'ai commencé à travailler sur les sujets de formation et de certification des Octos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire des missions dans le cloud? Donc, ça veut dire peut-être former ou proposer des formations des Octos sur ces sujets-là, des certifications, etc. Et le pendant de ça, c'est les partenariats. Donc, gérer les partenariats et la stratégie de partenariat technologique qu'on a, donc avec pas que les 3 cloud providers, mais aussi d'autres, des providers de cloud souverains, avec des éditeurs sur la data, etc. Donc ça, c'est la première partie, orientation stratégique, technique, méthodologique, et tout ce qui va avec, donc la formation de nos Octos, les plans de formation et la partie partenariat. Le deuxième truc, c'est la mission. Donc moi, je tiens à continuer à faire beaucoup d'opérationnels, à la fois en mission et en avant-vente, parce que c'est là qu'on se confronte à la réalité et on peut secouer le modèle, savoir si ce qu'on est en train d'imaginer a du sens. Voilà, garder un pied là-dedans pour moi. Et enfin, j'ai hésité sur beaucoup de choses dans ma carrière, mais sur celle-là, j'ai très peu hésité. Ça, je savais qu'il fallait que je reste beaucoup dans l'opérationnel, et c'est toujours le cas. Et la dernière chose, c'est la communication externe. Et même le réseau externe plus globalement, parce que je trouve que Octo enfin voilà, je tiens à représenter Octo dans une communauté externe, notamment sur du contenu, donc on va peut-être en revenir là-dessus. TechRox, c'est un super réseau grâce auquel j'ai beaucoup appris, mais je pense que Octo apporte aussi beaucoup à l'extérieur d'un point de vue contenu, etc. Et c'est quelque chose que, en tout cas, au niveau CTO, j'essaye d'incarner ça le plus possible et faire représenter Octo à l'extérieur à travers mon rôle de CTO. Ouais, j'ai peut-être pas trop parlé, mais Non, pas du tout. Non, non, t'inquiète. C'est libre, il n'y a pas de limite de temps de réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse, oui. Du coup, j'ai sauté la partie un peu présentation. On Ah ouais. on a enchaîné direct sur la partie ton rôle de CTO. Et du coup, ce qui nous intéressait, et les autres, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Et le chat aussi, posez des questions, j'ai un œil sur le chat. Bah voilà, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant d'accepter il y a 4 ans ce rôle, d'où viens-tu, quelles étaient les études que tu as fait, On veut Yes. tout savoir. on veut tout savoir. Eh ben, vous Exactement. allez tout savoir. Déjà, je suis contente que Clarisse, tu sois là et que tu expliques que tu aies commencé en tant que stagiaire, parce que moi aussi, en fait, j'ai démarré chez Octo en 2007. J'étais stagiaire, donc en fin d'études. Donc avant ça, j'ai fait des études en école d'ingénieur, pareil, l'ANSIE. J'avais une spécialisation infrastructure et réseau, je crois que c'était ça. Donc administration Unix et réseau, pardon, c'était ça. Administration Unix et réseau, donc bien tech. Ensuite, j'ai commencé chez Octo parce qu'en dernière année d'école, j'ai croisé énormément d'Octo qui nous ont donné, j'ai eu la chance de les croiser comme ça, et j'ai eu des cours par des Octo qui me parlaient beaucoup plus de terrain que voilà, et c'est ce qu'on a envie de savoir en dernière année, c'est qu'est-ce qu'on va faire derrière comme métier, et donc c'était vraiment super. Donc j'ai commencé mon stage, et après je me suis dit mais c'est vrai que c'est un monde, voilà, c'est un autre monde quand on arrive chez Octo. Il y a énormément de trucs qu'on ne comprend pas, et en même temps, on se prend des G tous les jours. C'était quoi ton stage? C'était web sémantique. C'est un sujet qui revient de façon cyclique. Donc, voilà, ça touchait beaucoup à la sémantique. À l'époque, on appelait ça Web 2.0, je crois. Maintenant, on est Web 3 déjà. Ouais, il paraît.
Donc voilà, et c'était très bien. Donc j'ai adoré approfondir ces sujets-là, se prendre des jets avec beaucoup de bienveillance, mais beaucoup de challenge aussi, et c'était Mmh. génial. Cet état d'esprit qui m'a beaucoup plu. Et je savais que ça allait être compliqué, je n'avais pas choisi la voie de la facilité, mais qu'en même temps, ces octos, ils avaient quand même quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Du coup, j'avais vraiment resté. Et pour la petite histoire, j'étais la première femme recrutée chez Octo en tant que consultante. Et aussi pour la petite histoire en fait, je n'y avais même pas fait attention à ce moment-là. Donc, en fait, je pense que j'ai évolué dans un univers où j'étais habituée à être la seule fille. En école d'ingénieur, dans mon option, j'étais la seule fille. Donc, au final, je ne voyais même plus. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, je suis arrivée chez Octo, j'ai fait mon stage de fin d'études qui s'est très bien passé. J'ai adoré l'environnement, donc je suis restée. J'ai fait du développement, beaucoup au début, dans plein de plateformes, du .NET, du Java. J'ai fait du mobile aussi. C'est dur à croire, mais c'est vrai que j'avais fait beaucoup de mobile à l'époque. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de tech leading, j'ai fait de l'architecture, des missions de conseil. Et après, je suis revenue à mes amours du début, qui sont la data. Parce qu'en 2014, j'ai créé l'équipe Data Engineering chez Octo, donc, qui s'appelle NAD, Nouvelles Architectures de Données. C'était une étape vraiment clé dans mon évolution, parce que c'est un moment où c'est presque de l'entrepreneuriat, en fait. On prend un sujet, voilà, on se débrouille sur à peu près tout, recruter l'équipe, monter sur le sujet, faire le marketing autour de ce sujet-là, du contenu, aller pitcher ça aux clients, travailler sa stratégie pour avoir les bons clients, les bons sujets, les bonnes missions. Enfin, vraiment, je me suis éclatée à faire ça. Pas toute seule, hein, avec toute l'équipe, bien sûr. D'ailleurs, certains sont encore là, donc c'est génial. Et c'est après que je suis partie pour la deuxième fois en congé maternité. Donc, c'était en 2017. Et c'est à ce moment-là, ça faisait 10 ans pile que j'étais chez Octo. Et donc, ouais, 2017. Et donc, c'est là que le 2X51 m'a dit ouais, en fait, non, tu pars en congé maternité, c'est cool. Mais n'oublie pas qu'en rentrant, tu as une opportunité, tu vas devenir notre CTO. Et, moi, je Alors, voulais juste aller faire mon bébé, en fait. Et, Ludovic, c'est notre patron, hein, pour donner un peu de oui, contexte. Ouais, c'est vrai. voilà. Je le cite depuis tout à l'heure, c'est le CEO d'Octo. Voilà, donc un parcours, ma foi, à la fois classique, parce que école d'ingénieur, voilà. Et en même temps, quand on est chez Octo, ben, on vit, je pense que c'est le cas dans plein d'endroits aussi, mais chez Octo, je trouve, moi, que c'est particulièrement vrai. Je pense qu'on vit 1000 vies dans une vie, et il n'y a pas 2 années de suite où j'ai fait exactement la même chose, donc j'ai pas vu le temps passer, quoi. Si je comprends bien, Octo est ta seule boîte, en fait? Ouais, je suis un pur bébé Octo, un pur bébé produit Octo, mais je n'ai pas compté. Je crois que je dois être autour de 200 missions. Ah oui. Donc, ouais, donc du coup, oui, non, tu vois, parce que Oui, non, mais j'entends bien, en tant que consultante, en oui. en tant qu'employeur, Mm. je n'ai que Octo. Et pourtant, j'ai vu tellement, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait énormément de missions en 15 ans de travail chez Octo. Et du coup, j'ai l'impression que le conseil, ça a cette vertu-là qui est que quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, par exemple, je démarre une mission quelque part, je sais que moi, je mets entre une demi-journée et une journée à me sentir presque chez moi, quoi. Enfin, pas chez moi directement, mais à me sentir bien à l'aise, à voir les codes de l'entreprise. Parce que Mmh. le conseil, le fait de changer régulièrement, ça fait que c'est pas une peur pour nous de découvrir un nouvel endroit, de découvrir des nouvelles relations. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, moi, j'aime bien le conseil. Mm. J'aime bien enfin, je trouve ça intéressant de le préciser que c'est une seule boîte, sachant que, dans l'informatique, on a tendance à dire, «Il faut changer de boîte tous les, je sais pas combien de temps, 2 ans, on va dire, 2-3 ans». Et bah, toi, tu as pas fait ça. Donc c'est aussi intéressant de le souligner, et comme tu dis, bah, même si tu as pas changé, en fait, tu as changé plein de fois et tu as peut-être beaucoup plus d'expérience avec tes 200 missions que, potentiellement celui qui a changé 10 fois de boîte, quoi, en 10 ans, quoi. C'est vrai. En fait, je pense que tout est question de qualité d'expérience. C'est-à-dire que moi, je connais des gens, on en parle beaucoup, hein, chez Takehouse aussi,
Moi, je connais des gens qui changent tous les 2 ans et c'est super parce qu'ils découvrent un nouvel environnement et une nouvelle, voilà, c'est leur façon à eux de renouveler leur expérience et leur façon d'apprendre. Mais je connais aussi des gens qui ont changé tous les 2 ans pour faire le même rôle, pour faire la même chose. Peut-être qu'on gagne un peu, sur Oui. l'aspect financier. Mais au final, moi, ce que j'apprécie, en tout cas, enfin, ce que j'ai toujours cherché à avoir, c'est la diversité des choses que je cherche à faire Mmh. et surtout en termes d'IT parce que je ne sais pas si on le dit assez aujourd'hui, mais c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Bien dis-le. Je pense qu'on se construit techniquement, en ayant vécu, des contextes différents et pas que des contextes drôles. Oui. Je m'explique. Franchement, je pense que, j'ai autant apprécié, des super missions que j'ai faites dans des boîtes web hyper évoluées, comment dire? Modernes, avec un système d'information extrêmement moderne, avec, des infrastructures très modernes et on s'éclatait à faire fonctionnellement un produit génial et à apprendre énormément et cetera. Mais je me suis aussi bien éclatée dans des problématiques extrêmement complexes de sortie de mainframe, des trucs, voilà, dans des endroits bancaires avec plein de contraintes et je me suis aussi j'ai appris énormément et je pense que l'expérience d'architecte qu'on peut avoir, aussi, globalement en tant que CTO et en tant que personne expérimentée, elle dépend aussi de cette diversité-là. C'est-à-dire qu'on peut se manger des expériences très compliquées à la fois d'un point de vue contrainte, à la fois d'un point de vue outillage, d'un point de Mmh. vue, modernité de la techno qu'on manipule. On peut souffrir sur le moment, mais au final, quand on regarde la big picture, on se dit: «Mais voilà, il y a de la diversité dans ce qu'on a fait dans notre vie» et moi, en tout cas, j'ai cherché à valoriser ça, pendant mon parcours, chez Octo, quoi. Ah, mais c'est souvent dans la douleur que tu apprends le plus de choses, hein. C'est pas sur le coup, c'est pas, inconfortable, mais quand tu fais la liste à la fin, oui, tu as quand même pris du level et c'est parce que, il faut remuer les méninges et un peu plus, quoi, que si tu es dans ta zone de confort. C'est clair. D'accord avec ça. Après, il faut bien alterner, les missions Oui, Oui, il faut individuelles. non, pas après, se défoncer non plus à faire Non, que des le contextes but trucs. n'est pas voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre que les trucs difficiles, c'est pas l'objectif, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on gagne en profondeur aussi, en épaisseur, en allant sur des problématiques, vraiment, compliquées, quoi, même organisationnellement. mmh. Carrément. Ouais. Moi, ça m'amène du coup une question, c'est est-ce que du coup tu voyais ça comme la continuité pardon, logique de devenir CTO ou pas du tout, à cause notamment du fait que les femmes sont très peu représentées au poste. Enfin, c'était quoi ton chemin de pensée sur ça? Ouais. Alors, c'est marrant, ça m'amène à 2 réflexions, ce truc-là. Déjà, le 1er, c'est que je pense sincèrement que, j'ai pris conscience hyper tardivement du sujet, femmes, diversité globalement dans l'IT. Parce qu'il y a pas que le genre, il y a vraiment, tout un enfin plein d'aspects dans la diversité. J'en ai pris conscience extrêmement tardivement, c'est-à-dire il y a genre 2 ans, quoi. Jusque-là, je dis: «Mais je comprends pas ce qu'on me raconte en fait, moi je suis bien là, je comprends pas quand on me parle de ce sujet, je vois pas le problème». Et en fait, quand j'ai lu c'est grâce à une femme, je pense qu'on parle toujours de rôle modèle dans la vie, je pense que c'est Mmh. hyper important. Mmh. Une femme qui s'appelle, Isabelle Collet, qui est une, ingénieure française, qui fait énormément enfin, qui fait des recherches sur le sujet. Grâce à Isabelle Collet, donc qui est une chercheuse, ingénieure chercheuse, qui fait, des travaux, exceptionnels sur la diversité, très scientifique justement. Ce qu'on manque en fait. En fait, on manque de pas d'opinion, tout le monde a son opinion, mais ce dont on manque le plus, c'est des données scientifiques et des thèses, bien prouvées. Et elle a fait un travail exceptionnel et elle a rédigé une, tribune qui m'a, c'est là, je crois que Christian a passé une épiphanie, Christian Fauré, qui est notre directeur scientifique, qui a des mots comme ça. Je trouve qu'il est fort en conceptualisation et je pense que j'ai eu vraiment une révélation ce jour-là. La tribune s'appelait Il faudrait dire aux filles que l'informatique et le numérique ont besoin d'elles. Et là, je me suis dit, OK, en fait, j'ai rien compris au sujet. C'est pas trouver une place pour les femmes parce que tu comprends, elles ne trouvent pas leur place, parce que machin. Le vrai sujet, c'est qu'on a besoin de diversité parce qu'on construit des produits numériques pour toute la société. Alors, il n'y a aucune raison que les gens qui construisent ces produits numériques ne ressemblent pas à la société.
Et ce jour-là, je me suis assise, je dis, OK, enfin, j'ai compris le problème. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, et chez Octo même moi dans mon action, j'ai commencé à mieux intégrer ça dans mes réflexions et voilà, j'ai accepté des choses qu'avant, enfin voilà, franchement, vous m'auriez demandé de parler de forme d'un litige il y a 3 ans. Je vous aurais dit, j'ai rien à raconter, je ne suis pas spécialiste du sujet, voilà. Aujourd'hui, je comprends plus le rôle qu'on peut avoir à parler de ce sujet-là et juste à être là et à expliquer déjà ce que j'ai compris. Je pense que ça peut aider, ça peut pas mal aider. Le deuxième truc, c'est qu'on a fait une étude chez TechRox, une étude, on va dire statistique. En fait, on s'aperçoit qu'il y a moins de 2% des CTO en Europe qui sont des femmes. Donc quand je rembobine et que je me dis, mais en fait, on est en train de faire donc les CTO, globalement, c'est des gens... En ESN, hein, il me semble, c'est ça que tu avais précisé? Non, 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 Ouais. non, il y a moins de 2% des Ok. CTO tout Pardon. court Tout en confondu. Europe qui sont des femmes. Quand on rembobine et qu'on se dit, OK, en fait, le CTO ou la CTO sont là, que ce soit dans une boîte produit ou SN, peu importe, on est là pour prendre des orientations stratégiques dans le numérique, dans la tech. Donc, on oriente pas mal les choix d'implémentation de produits numériques. Et qu'en fait, il y a moins de 2% de cette population-là qui est représentée par des femmes, il y a quand même un problème de représentativité. Donc, on est en train de faire un numérique qui n'est pas du tout représentatif de la société. Et donc, moi, ça me pose problème. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, je me suis impliquée un peu plus sur Octo sur ces questions-là, parce que là, je n'étais pas trop dedans. Et voilà, et je prends la parole désormais un peu plus. Mais voilà, mais je tiens toujours à me baser sur les travaux d'Isabelle Collet. Les travaux après, on a fait intervenir aussi d'autres experts, typiquement Marc Bernardin, qui nous a accompagnés chez Octo sur ces questions-là, notamment sur avoir un espace de travail inclusif, qui est quand même hyper important, parce que l'idée, c'est attirer la diversité, mais aussi que la diversité puisse s'épanouir et rester, parce que c'est ça le sujet. Et à partir de là, effectivement, moi, j'ai apprécié de travailler sur ce sujet-là parce que je comprenais pourquoi et j'avais envie de faire partie de ça. Et je savais que le sujet, c'était qu'on avait besoin de cette diversité-là et c'était pas un sujet, entre guillemets, de la charité. On va laisser une place pour les femmes parce que tu comprends. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où on comprend ça, on arrive à mieux traiter à mieux, en tout cas, conceptualiser les actions à faire et à prendre. Et je sais plus, c'était quoi la question? Non, mais si, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, Myriam, parce que, donc, ok, le constat, il est là, 2%. Et dans ta présentation, tu dis tout à l'heure, ouais, ça fait que 2-3 ans que je me rends compte, je me suis posé vraiment la question, parce que jusque-là, j'étais habitué à être la seule femme, même dans mon cursus scolaire, à être la seule femme et tout. Et je me dis, bah, nous, c'est cool, chez Octo, on prend le truc à bras le corps, on essaie de voir comment on peut s'améliorer sur le sujet, etc. Tout en ne tombant pas dans le travers. Bah, si quelqu'un se présente, une femme se présente par exemple, on va la privilégier ou quoi. Bref, on pourra en reparler de ces sujets-là après. Mais on va pas faire ça. Mais moi, je pense qu'il faut traiter la root cause en fait. Qui est l'école, je pense, parce que même dans le... Comment, en fait, on fait pour attirer des futurs talents dans ces écoles? Comment ils font, eux? Est-ce que tu sais, est-ce que toi, tu vas pitcher dans les écoles? Est-ce que tu as ce rôle-là aussi Ouais, j'ai déjà fait 2-3... Alors, franchement, je suis pas la plus exemplaire sur le sujet. On a d'autres personnes chez Octo qui font ça beaucoup plus régulièrement et qui prennent ça depuis plus longtemps que moi, d'ailleurs. Mais ce qu'on essaie de faire, effectivement, c'est ça. Je crois que les études montrent que ça se joue entre le collège et le lycée. Donc, c'est ce passage-là. Donc, j'ai l'impression qu'avant, il y a moins de choix. Enfin, on est moins amené à faire des choix. Que les choix structurants qui font que on peut avoir moins de femmes dans le numérique et dans les filières scientifiques plus globalement, ça se situe dans le passage entre le collège et le lycée. Donc, c'est là qu'il faut intervenir. C'est-à-dire qu'il faut intervenir probablement à la fin du collège et au début du lycée pour s'assurer qu'on en a plus. Ce qu'on essaye de faire, chez Octo, on a des actions là-dessus. On a participé, pareil, à Enfin, Accenture aussi. Et alors, je ne sais pas si on l'a dit, mais Octo a été... fait partie du groupe Accenture depuis 2016. Et honnêtement, moi, quand j'ai pris connaissance de ce sujet, je me suis aperçue de l'avance qu'avait Accenture sur ce sujet. Je pense que ça nous a aussi aidé à nous améliorer nous-mêmes. Et grâce à Accenture, j'ai participé à des programmes
d'explication de ce que c'était les sujets de data à des collégiennes et des lycéennes, des collégiens et des lycéens. Donc, c'était ouvert à tout le monde. Mais ils faisaient attention à ce qui est quasiment que des speakers. Donc, il y a un côté aussi promouvoir les rôles modèles femmes pour les petits garçons et les petites filles. Et je trouve ça chouette ce qu'ils font. Il y a des associations, ils s'associent à des associations qui font ça. Voilà. Donc, j'ai fait plusieurs actions de présentation comme ça à des collégiennes, des lycéennes. Et je trouve ça génial. Les échanges sont super à chaque fois. Et je trouve que globalement, les filles se posent ces questions-là, effectivement. Donc, il y a plus de doutes peut-être du côté des filles que du côté des garçons, même si j'aime pas généraliser. Hein. Moi, c'est pas mon truc de généraliser. J'ai pas fait d'études statistiques. Mais même pareil, quand j'anime un meet-up Tech Rocks, par exemple, il y a toujours des filles ou des femmes qui viennent me parler après en me disant « Mais comment t'as fait? Moi, j'ose pas. CTO, est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'avec la vie de famille, ça marche ?» Et c'est rarement il y en a sûrement, hein, des garçons ou des mecs ou des hommes qui se posent ces questions-là. Mais moi, en tout cas, de ma fenêtre, il y a plus de femmes que d'hommes qui me posent la question. Donc, je pense que c'est important de continuer ce travail-là. Mais oui, vous avez raison, c'est-à-dire que ça se joue au niveau du collège et du lycée, parfois même avant. Donc, ouais, si on veut traiter le problème à la racine, c'est voilà, au niveau du collège et du lycée. Mais il faut aussi travailler sur l'environnement inclusif parce qu'on voit, les données montrent qu'il y a plein de femmes qui se retirent du numérique aussi. Donc, on a des femmes qui sont là. Je crois que tous les pays ne se valent pas d'ailleurs là-dessus. Hein. Je crois qu'en Australie, c'est flagrant. Il n'y a aucune femme après 3 ans d'expérience dans le numérique. Je crois qu'il y en a très, très peu qui restent après. Enfin, en fonction des pays, il y a des statistiques comme ça. Et on le voit, hein, il y a plein de femmes qui restent peut-être autour du numérique, mais qui se dirigent vers des carrières plus produits et moins tech pure. Donc voilà, donc je pense que le travail, il est à faire à la racine, mais à continuer aussi pour avoir un environnement le plus inclusif possible. Et on connaît les causes de ça? Pourquoi elles s'éloignent du développement? Bah, je pense que, je sais pas, je pense que, enfin, à partir de là, je ne fais que des hypothèses. Je n'ai pas de thèse scientifique. Spoiler alerte. Voilà, spoiler alerte. Non, c'est un disclaimer. Un disclaimer. Disclaimer, ce ne sont que mes idées, mes hypothèses. Vous avez le droit de les remettre en cause. Moi, je pense que la tech, c'est un milieu, on le sait tous, hein, il faut se renouveler en permanence. Tous les 6 mois, il y a un nouveau truc à apprendre, voire même avant. Et c'est hyper prenant, même si on est passionné. Moi, je sais, j'y passe énormément de temps. Mon mari est informaticien aussi, donc on y passe. Je pense que beaucoup de discussions. Je pense que 80% de nos discussions tournent autour de la tech. Donc, c'est hyper prenant. Et peut-être qu'avec une vie de famille, si la société n'est pas bien répartie, il y a des chances qu'on ait des femmes qui soient épuisées à un moment et qui ont envie de passer à autre chose, quoi. Donc, je pense que moi, je mettrais une pièce là-dessus, sur cette hypothèse-là. Même si je n'ai pas de thèse scientifique, statistique là-dessus. Oui, je me permets de réagir du coup, mais du coup, il y a aussi toute la partie sexisme ordinaire qui fait que en fait, les femmes ne sont pas forcément à l'aise dans leur métier et qui fait qu'elles vont plus se diriger vers des métiers où elles se sentiraient mieux, quoi. Et après, on arrive à la notion de tout ce qui est safe space, faire en sorte qu'on a un milieu inclusif, tout ça, Ouais, les gens sont reconnus pour ce qu'ils font. Ouais, complètement. C'est une question compliquée. J'ai une copine qui travaille dans le milieu du jeu vidéo. Alors pour le coup, elle est CPO, donc Chief Product, dans le milieu du jeu vidéo. Et cette question du sexisme ordinaire dans ce milieu-là, je ne sais pas si on peut appeler ça sexisme ordinaire. Je pense que c'est... Je déteste ce terme, en fait, même si je comprends ce que ça veut dire, mais j'ai toujours du mal à me dire si ça peut être ordinaire. C'est pas ordinaire, c'est du sexisme tout court. Et elle m'expliquait que ça devient très compliqué. Et elle en est au point où elle veut juste... c'était sa passion, le jeu vidéo. Elle est allée par choix. Elle a envie de faire ça, elle a envie de continuer à faire ça, mais ça devient hyper lourd, hyper compliqué. Et donc, elle se cherche, voilà, elle va chercher, elle va, je pense, rester dans le numérique, mais elle veut plus travailler dans un milieu. Et en même temps, en discutant avec elle,
je lui ai dit, alors je sais bien que c'est facile de l'extérieur, mais j'ai commencé à à lui demander si les gens étaient au courant. Est-ce que tout simplement on partage. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut libérer la parole autour de ce sujet-là. Je pense que c'est l'action numéro un à faire dans une organisation pour avoir un milieu inclusif. Je pense que c'est peut-être mon côté naïf ou mon côté un peu optimiste. Moi, je pense que 90% des actions, enfin, des gens qui font des blagues sexistes ou des choses comme ça, je ne suis pas certaine qu'on leur dise à chaque fois, attention, ce que tu fais, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Je le reçois très mal. Ou j'aimerais bien que tu arrêtes de faire ça parce que c'est. Voilà. Et je pense qu'il y a des effets de groupe aussi qui ont. Ça, c'est pas, je pense, c'est prouvé. Il y a des gens qui, de base, tout seuls, ne vont pas faire des blagues graveleuses ou voilà. Mais l'effet de groupe fait que pour être accepté socialement, c'est les codes, quoi. Donc, je pense que c'est très compliqué parce que on est dans un monde, on hérite d'un monde qui est comme ça. C'est-à-dire que voilà, on arrive dans le monde qui est comme ça. Donc, il faut, voilà, on a le choix de partir, mais on a aussi le choix de se dire, bah, je peux le prendre comme il est et dire que moi, ça ne me convient pas. Ces règles-là ne me conviennent pas. Peut-être travailler avec l'entreprise pour essayer d'assainir cet environnement-là, même si je sais que c'est compliqué, et partir si ça ne marche pas. Mais je lui ai dit, enfin, moi j'étais un peu, enfin, j'étais frustrée pour elle parce que c'est sa passion et je trouve ça dommage de renoncer à sa passion. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas des voies. Alors pour elle, je pense que c'était trop tard parce qu'elle s'est épuisée, mais je pense pour les organisations, notamment les entreprises qui sont dans le jeu vidéo, etc., je pense que c'est en train de se couper de cette diversité-là qui est source de créativité. Et la première chose à faire, c'est libérer la parole. Libérer la parole. Dire que voilà, les gens ont le droit de parler de ce sujet-là, dire que ça, c'est gênant pour nous parce que voilà, et laisser les gens dire que, ok, bah, je ne le savais pas, j'ai pas fait exprès, on va essayer de travailler ensemble pour assainir ça. Je pense que si on ne libère pas la parole, on n'avancera pas. Les femmes partiront, mais on Ouais, n'aura pas un environnement meilleur. carrément. On a une question sur le chat, je vous la pose à vous trois et qui voudra bien répondre répondra. Donc c'est Hello, le sujet du développement d'un environnement inclusif revient souvent ici, c'est vrai, et je me posais la question de ce que l'on entend derrière dans ce terme, sur environnement inclusif j'imagine, et comment on arrive à en développer un. J'ai l'impression qu'on peut, c'est une question suite à ce que tu disais Clarisse sur peut-être le safe space. Voilà, qu'est-ce que vous mettez comme derrière ce terme et comment vous réussissez à en créer un sur vos espaces projets par exemple. Qui souhaite s'exprimer? Allez-y. Allez, je peux y aller, si vous Vas-y. voulez. Alors, moi, ce que je mets derrière, et c'est un travail qu'on a fait, pareil, chez TechRox, avec plusieurs meet-up, on a invité pas mal d'experts. Moi, j'aime bien la définition justement de Marc Bernardin qui dit c'est un espace inclusif, c'est un espace où on peut venir comme on est. C'est-à-dire, je peux dire qui je suis exactement avec mon identité. Enfin, je n'ai pas besoin de cacher quelque chose quand je viens au travail. Je me comporte comme je me comporte habituellement. Donc, c'est ça. Donc, que je sois une femme, bah voilà, je suis une femme, je suis là, j'ai pas besoin d'acquérir des codes masculins pour être acceptée par un corps social. J'ai pas besoin d'acquérir des codes, je sais pas, hétérosexuels pour être acceptée par un corps social. J'ai pas besoin de cacher, j'ai pas besoin de le dire non plus, enfin, j'ai pas besoin de dire des détails de ma vie. Mais si j'ai envie de dire que je suis homosexuelle, bah, rien ne se passera pour moi. Il n'y aura pas de conséquences sur ma vie sociale, mon intégration, etc. C'est ça. Pour moi, j'aime bien cette définition-là. Ok, top. Bah merci. J'espère qu'on a répondu sur le chat. Moi, cette définition, elle me va bien. Le venez comme vous êtes, pardon. Chez McDo. Comme chez Ouais. McDo. Ouais, j'allais faire la vanne, j'ai pas osé, Oui. je sais pas, mais en fait, si on peut retenir ça comme ça, moi, ça me va bien, hein. Et en fait, quand on prend un peu de recul, c'est vrai que euh, si on peut pas venir sur un projet un peu comme on est et qu'on sent qu'il y a un truc un peu toxique, vraiment, puis qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, parlez-en, remontez le truc. C'est ça, je pense que c'est ça ton message, pardon, Myriam, sur le fait de lever l'alerte, en parler à une personne de confiance et puis voir comment on peut agir derrière.
Ouais, et puis il y a un truc important à dire. Alors franchement, c'est un sujet, on va y passer 2 Mhm. heures, je pense, mais un truc, moi, qui m'a marqué aussi, dans ce que nous a dit Marc Bernardin quand il nous a accompagnés, c'est qu'il faut accompagner les managers. Parce qu'en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, d'avoir une femme, qui a subi, une situation compliquée et qui est venue me raconter la situation. Et en fait, j'étais démunie, je ne savais pas comment agir. Parce que je pouvais très bien, enfin, mon premier réflexe, c'est de me dire: «Ah, mais c'est scandaleux!» J'arrive sur le plateau et je fais un scandale, tu vois? Mm. Mais c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, en fait. Donc et c'est ça qui est important, accompagner les managers. Parce qu'en réalité, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. La première chose à faire, c'est écouter. C'est ce que j'ai appris en tout cas. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est demander à la personne comment on peut l'aider. Parce que arriver et infantiliser la personne, c'est pas la meilleure chose à faire à ce moment-là. Il faut faire attention à la posture du chevalier blanc qui vient pour sauver une personne. Donc on rentre dans une logique de sauveur, de victime, etc. C'est jamais bon. En revanche, si la personne, elle veut qu'on intervienne et qu'on l'aide dans cette situation-là, bah, on regarde ensemble comment on peut faire pour l'aider, pour peut-être aller prendre la personne à part qui a fait voilà, le geste déplacé, enfin, en fonction du geste déplacé, hein, bien sûr, hein, si on n'est pas hors de la loi. Hein. Mais des fois, moi, je sais que en discutant avec des personnes, des fois, elles voulaient juste de l'écoute. Et ensuite, elles étaient capables de réagir elles-mêmes en allant voir les personnes en disant ça se fait pas de faire ça. Et du coup, c'est très bien parce qu'on on, on- on- on donne les moyens à la personne de réagir par elle-même et de reprendre confiance en elle. Donc, c'est très compliqué en fait. Et si j'ai un conseil à donner aux organisations, c'est libérer la parole et accompagner les managers. Parce que c'est pas évident de savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Ouais, carrément. Bah, surtout que, enfin, tu vois, moi, je suis manager. Alors, j'ai pas eu encore ce cas-là, mais c'est vrai que des fois, quand tout se passe bien, c'est facile d'être manager en vrai. Mais dès qu'on a une situation, ouais, dès qu'on a une situation un peu touchy à régler, une personne qui se sent pas bien, qui est en stress, tu sens que derrière il peut y avoir un burn-out, on va au-delà de la diversité là. Mais c'est vrai que c'est un peu des clés que parfois ils peuvent nous manquer. Et c'est vrai que c'est bien de temps en temps aller se former à ce genre de choses, gestion du stress. Je sais qu'on a tout ça chez Octo et c'est cool d'ailleurs. Mais oui, nous les managers, on a vraiment une clé, une carte à jouer pour nos consultants, nos managers qui éventuellement se sentent mal, quoi. C'est quelque chose que j'ai appris aussi en venant chez Octo, c'est que moi, j'ai déjà vu des trucs qui me plaisaient pas en live, en direct et à une époque, j'aurais pu, rentrer dedans, dans la personne, quoi et dire: «Non, ça, c'est pas bien» et cetera et c'est vrai que maintenant, alors, à tort ou à raison, mais c'est en fonction du contexte aussi, bah, je dis rien, j'essaye de peut-être sûrement calmer le jeu et après je vais voir la personne, qui était, qui s'est fait «agresser» entre guillemets quoi ou en tout cas verbalement et lui demander, ben: «Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse si tu Mm. voulais que je fasse quelque chose?» tu vois? Si la prochaine fois ça se repasse comme ça et que est-ce que tu veux que j'intervienne ou pas? Ou et puis le meilleur des trucs, enfin un conseil que je peux donner, va faire un feedback. Ça, on a une bonne culture du feedback, chez Octo. Donc du coup, d'aller dire à la personne, «Bah, non, ça, je peux pas l'accepter, il faut amener la chose différemment ou le ton ou la blague et cetera» et ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est assez dur, des fois, moi, je peux voir des trucs et dans ma tête, je me dis: «Est-ce que j'interviens ou pas?» mais du coup, c'est bien, c'est pas bien, parce que j'ai la casquette un peu senior, du coup, un peu une figure d'autorité quoi, à tort ou à raison, hein, mais voilà, c'est, super intéressant de se poser la question et de pas envenimer le truc. Du coup, pour comme tu disais, infantiliser, la personne, c'est pas le but non plus, quoi. Ouais. Donc il faut un juste milieu et c'est vrai que des fois c'est pas évident, quoi. Mm. C'est clair. Je voudrais revenir sur un truc qui s'est passé un peu avant le live. Et puis Fabien, ça fait partie de tes questions. Sur le Mmh. sujet on a galéré à trouver un titre pour ce live. Vraiment, on a galéré de ouf. Et puis, je sais pas, un jour avant, on nous dit: Ah, c'est quoi ce titre tout pourri? Faut changer.
Et j'ai l'impression que dès qu'on commence à évoquer les sujets, qu'on va dire, ah, on va parler d'une femme CTO, de la place de la femme, entre guillemets, dans l'IT, etc., c'est méga compliqué. Je sais que tu peux t'exprimer là-dessus, Fabien, après. T'as longuement hésité avant de faire ce live à demander à Myriam si elle était OK pour en parler et tout. Pourquoi c'est si compliqué, en fait, de parler de tout ça? Ouais. En vrai, ça devrait pas. Il devrait pas y avoir de sujet. Ouais. Bah, alors, oui, oui et non. C'est-à-dire que, encore une fois, enfin, dans le titre, il y avait plusieurs parties. Il y Oui. avait femme CTO. Donc, Mm. alors, encore une fois, moi, il y a 3 ans, j'aurais dû circuler, il n'y a rien de signalé. C'est normal. Je vois pas pourquoi vous m'embêtez avec ça. Et je parlais même à l'époque, maintenant j'en rigole, je parlais de, comme quoi on évolue dans la vie. Je parlais de droit à l'indifférence à l'époque. Mhm. Ce qui est cool parce que je vois des octo-femmes maintenant parler de ça, je trouve ça rigolo. Donc, je ne dis rien parce que je respecte complètement et parce que moi, je suis passée par là, donc je comprends. Peut-être qu'elles ne changeront pas d'avis et c'est très bien. Je parlais de droit à l'indifférence dans le sens où, enfin, est-ce que tu poserais cette question-là à un homme? Est-ce que tu poserais cette question-là? Voilà, j'ai pas envie, bon, voilà. Et en fait, ah oui, il y a un truc aussi que je disais, c'était je suis plus qu'une femme, pourquoi vous réduisez ma présence à être une femme? J'ai plein de trucs à raconter, voilà. Et encore une fois, la chronique d'Isabelle Collet, enfin, j'ai eu une révélation ce jour-là en me disant, mais c'est complètement con de ne pas en parler parce que de toute façon, c'est une réalité. On le sait que c'est une réalité. Il y a pas assez de, on n'en a pas assez. Il n'y a pas assez de femmes dans le numérique aujourd'hui et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les produits numériques qu'on est en train de fabriquer. C'est une catastrophe pour la créativité. C'est une catastrophe. La diversité, quelle qu'elle soit, elle est génératrice de créativité et c'est prouvé. Donc, en fait, ce n'est pas une question de place de la femme dans l'IT, c'est une question sociétale des produits qu'on est en train de fabriquer qui ne nous représentent pas, qui ne représentent pas la structure sociétale dans laquelle on est. Donc, enfin, j'en parle pas enfin, en tant que femme, j'en parle en tant que professionnelle de l'IT qui dit on a un problème en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de position sur le sujet. Après, l'autre partie du titre, c'était grosse ESN. Mm. Alors, Moi, j'assume totalement. Ouais, tu voulais. ouais, justement, ça m'intéresse d'avoir ta réponse là-dessus. Enfin, ça nous Ouais, intéresse, voilà, de savoir alors, si oui ou moi, non. Ouais. ouais, moi, j'ai pris ça comme un titre rigolo qui fait de la croche, Mhm. j'aime bien. Et en fait, j'assume totalement le côté ESN, ESN pour Octo, parce que c'est ce qu'on est. Mhm. ESN, c'est toutes les entreprises qui font du service dans le numérique, et on en fait partie. Je pense que, et moi, je joue là-dessus, c'est-à-dire que il y a un état d'esprit, entre guillemets, péjoratif des fois envers les ESN, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais le positionnement d'Octo est tellement particulier que moi, j'en joue. J'ai bien envie de... Enfin, moi, j'assume le côté ESN dans le sens noble du terme, dans le sens service, et dans le sens, encore une fois, changer de mission, dans le sens, on est là pour nous, notre produit, c'est les consultantes et les consultants. Donc, nous, on investit sur nos consultantes et nos consultants, on les forme, leur parcours carrière est hyper important pour nous, et on est le fournisseur officiel de la French Tech en termes de CTO et de CPO. Donc ça, c'est un truc dont je suis très fière. Donc notre positionnement, je ne me pose aucun problème en tant que ESN parce que je suis fière de ce qu'on fait et de la façon dont on fait le service. Ensuite, il y avait grosse ESN. Ça, c'était rigolo aussi. Ça, je crois que c'est ce qui a le plus ému certaines personnes, le côté gros, effectivement. Ouais. On n'est pas Capgemini en termes de taille. Hein, on n'est pas... Enfin, voilà, Tout il y a des... est relatif, hein. On est toujours plus gros qu'une boîte de 10 personnes et moins gros On qu'une est boîte. toujours plus petit que des géants, donc c'est sûr. Mais grosse ESN dans le sens, enfin, je prenais grosse entreprise dans le sens où CTO d'une boîte de 1000 personnes, ça, il n'y en a pas, enfin, pour avoir. Ça commence à faire, quoi. Voilà, ça commence à faire. Je côtoie beaucoup plus de CTO, peut-être de boîtes qui font moins de 200, 300 personnes que de 1000 personnes. Donc c'est pour ça. Donc le titre, moi, ça m'allait bien. Mais c'est bien du coup, parce que ça nous permet d'en parler et de peut-être d'évoquer ce sujet état d'esprit autour des ESN et le fait que apporter de l'expertise pointue à nos clients sur des sujets bien particuliers, avoir un positionnement
très fort sur le delivery de qualité, sur le développement de qualité, sur l'agilité. C'est parce qu'on a un positionnement très fort. On ne fait que de l'agile, on ne fait que des développements de produits qui sont au cœur de métier chez nos clients. Ce positionnement-là, dans l'espace des ESN, j'en suis très fière. C'est la meilleure réponse en vrai. On déchire quoi, merde. Mais ouais, attends, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut être fier de ça. Bah, Parce bien que... sûr. Ouais, et puis nous, on avait choisi ce titre parce que ça fait un moment qu'on est là. Moi, ça fait bientôt 7 ans. J'ai vu Octo, il y avait vraiment beaucoup, enfin pas beaucoup de monde. Voilà, il y a eu le rachat aussi avec Accenture. Donc c'est pour ça que ce titre et le mot grosse ESN, c'est forcément, on s'était dit bah ouais, on est quand même une grosse boîte. Il y a du chiffre, on va pas se cacher. On a des très gros clients. C'est pour ça aussi qu'on a été racheté par Accenture pour pouvoir travailler sur des super projets. D'État, avec des grands comptes et tout, et où on s'éclate. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus la petite ESN qui va faire des petites missions qui sont certainement très très bien aussi, mais à un enjeu moins fort, pardon, j'arrive plus à m'exprimer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une maturité, je pense, qui nous permet aujourd'hui de nous attaquer à des sujets très stratégiques et très cœur de métier qu'on n'avait probablement pas les épaules d'adresser il y a quelques années aussi. La taille, ça a cet avantage-là aussi. Et puis, je voudrais revenir sur un truc que j'ai dit là, peut-être que je l'ai dit un peu vite. J'ai dit que nous, notre trésor, entre guillemets, c'est nos octos. C'est les gens, en fait. D'ailleurs, tout le monde le dit, les gens qui sont partis, c'est très drôle. La plupart des gens qui sont partis de chez Octo, avec qui j'ai gardé contact, ils me reparlent encore de la communauté Octo, de la richesse que cette communauté a, etc., des échanges. Et en fait, moi, je pense que Octo, le secret d'Octo, c'est ça. C'est-à-dire que c'est notre capacité à former des gens, à avoir des parcours de formation, même quand on est très junior, pour voilà, apprendre, monter en compétences, aller faire des conférences, speaker, accompagner les gens pour qu'ils deviennent conférenciers, moi, je ne connais pas d'autres boîtes qui font à ce niveau-là de l'investissement, entre guillemets, parce que c'est bien un investissement, sur la qualité de la montée en compétences, sur les expertises, sur le partage, sur le fait qu'on monte en compétences à la fois sur l'aspect technique, mais aussi sur d'autres aspects, sur la visibilité externe. Et c'est pour ça que je disais, en rigolant, mais c'est un peu dans la communauté TechRox, on appelle ça la mafia Octo. C'est un peu le côté, on fournit officiellement plein d'entreprises en CTO et quelque part, c'est si les gens restent assez longtemps pour qu'ils soient formés, pour qu'ils deviennent CTO, nous, on est super contents, en fait. On en est même fiers, en fait. Et si quelqu'un reste, je sais pas, 5 ans, 6 ans, puis après, il part pour prendre un job très visible, hyper intéressant, qui prend des décisions stratégiques dans la French Tech comme ça, bah, nous, c'est un peu notre récompense. Yes, carrément. Alors, on va sortir du sujet, mais j'ai envie de poser la question quand même. Qu'est-ce qui ferait qu'un consultant ne peut pas avoir le rôle de CTO chez un de nos clients, par exemple? Est-ce que c'est forcément un rôle qui est en interne ou est-ce qu'on pourrait pas avoir demain des CTO en devenir chez Octo ou même dans d'autres SN, pourquoi pas, mais tu vois, ouais, c'est les CTO en intérim. Ouais, c'est ça. On a quelques propositions comme ça. En fait, il y a deux choses. Déjà, il y a le rôle de CTO qui est quand même très lié à la stratégie de l'entreprise. Même s'il y a plein de types de CTO, hein, il y a des CTO qui sont plus proches des équipes de développement et plus proches de l'opérationnel du quotidien. Donc, en général, c'est des rôles de VP Engineering. Dans une petite boîte, le VP Engineering va être le CTO aussi. Plus on grossit, plus on a tendance à couper. Donc, c'est quand même des rôles, globalement, une boîte qui a compris l'importance de la tech, le CTO et le haut COMEX. Moi, je fais partie de la direction Octo, je suis au COMEX. Parce que dans Octo Technologie, il y a technologie. On a compris que c'était important. Donc, je pense que dans les boîtes où on a compris que c'est important, la tech est représentée au COMEX. Donc, globalement, c'est un des freins pour lesquels je pense que être un externe au sein
pour faire de CTO chez nos clients, c'est un peu compliqué, sauf à être en intérim, ce qui nous arrive. Genre pendant 6 mois, 1 an, on prend le rôle, le temps de trouver quelqu'un, parce que c'est quand même hyper dur de trouver un CTO aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est que nous, ce qu'on aide et ce qu'on fait de plus en plus, c'est coacher des CTO. C'est-à-dire que ce qu'on fait la plupart du temps, c'est déjà aider peut-être à trouver ou à cibler le profil qu'il faut. Parce qu'encore une fois, il y a plein de typologies de CTO et en fonction de là où on se trouve dans l'évolution du produit ou l'évolution de l'entreprise, ça ne sera pas les mêmes typologies et les mêmes compétences qu'on va rechercher. Donc, aider à cibler, peut-être même rédiger une annonce, trouver les bons réseaux, les bons canaux, etc. pour recruter. Donc, ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, c'est une fois que le CTO ou la CTO a été recruté, aider à l'onboarding. C'est assez compliqué quand même, démarrer en tant que CTO. Il y a énormément de trucs à capter, connaître les équipes, trouver son rôle, trouver ses sponsors, trouver la bonne posture dans le COMEX. Il y a plein de choses à avoir un œil externe, parce que c'est un job très, très solitaire aussi. Donc, trouver des gens qui regardent tes plans, parce que la première chose qu'on va te demander quand tu arrives en tant que CTO, c'est quoi ton programme? C'est un programme président. Bah oui. Donc, tu vas voilà, donc c'est un moment où tu es très attendu aussi. Donc, quelque part, avoir quelqu'un qui, en off, est capable de regarder, challenger, poser les bonnes questions avant de passer le vrai cap, franchement, c'est une valeur inestimable. Et puis après, encore une fois, je reviens dessus, c'est un job solitaire parce que dans une boîte, il n'y a qu'un CTO ou une CTO. Il n'y a pas 15 000. Et du coup, trouver le réseau, c'est pour ça que moi, j'ai adoré le fait de faire partie de ce réseau de CTO qui fait beaucoup de contenu, où on se réunit pour discuter des problématiques qu'on peut avoir nous. Voilà. C'est pareil, c'est hyper important parce que on apprend les uns des autres. Il y a du mentoring des plus expérimentés envers les plus jeunes. C'est hyper important de trouver la structure qui va nous enlever le poids de la solitude. C'est vachement important. Ouais, c'est canon ça de pouvoir je savais pas, enfin j'imagine que ça existait, mais j'imagine que ça a une grande place au sein de ton quotidien, cette communauté, et puis vous partagez vos expériences. On sait qu'un CTO doit avoir aussi une vision sur l'avenir, sur les technos, t'en parlais un petit peu au début de cette émission, sur bah voilà, le cloud souverain, c'est quand même hyper d'actualité, mais c'est aussi le futur. Comment on règle ces problèmes-là? Est-ce que vous avez tenté des choses? Est-ce que vous allez essayer d'autres choses ou pas? Et oui, en étant tout seul dans sa boîte, c'est pas forcément évident et le networking va aider à ça, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les CTO, c'est vrai aussi pour, j'en parle avec Ludovic, c'est vrai pour les CEO, il a des structures équivalentes. C'est vrai pour tous les DSI, il y a des structures équivalentes. Aujourd'hui, sincèrement, je n'aurais pas appris autant sur mon métier, j'aurais pas pris autant de recul si j'avais pas eu les discussions avec, je sais pas, des Dimitri Bailly, des gens comme ça de la communauté qui sont hyper emblématiques et qui ont fait, je sais pas, moi j'ai 15 ans d'expérience, eux ils ont, enfin, je sais pas compter, mais Dimitri il a une expérience de fou, donc des gens comme ça, franchement, c'est génial de pouvoir échanger. Et puis, c'est intéressant. Moi, je sais que TechRox, je travaille beaucoup sur la partie, enfin, plus l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière parce que j'étais présidente du comité contenu, parce qu'on fait l'éditorial, on fait beaucoup d'éditorial, des événements et tout ça. Et j'ai appris énormément aussi sur ça, sur gérer l'éditorial d'une communauté comme celle-là. C'est incroyable, en fait. On apprend énormément, on fait des rencontres incroyables. Donc, ça, c'est aussi un conseil que j'ai à donner peu importe notre niveau, peu importe notre expérience, peu importe notre ancienneté, notre niveau, notre métier, je pense qu'il faut chercher à s'entourer parce que la qualité de notre réseau, de notre entourage est hyper importante. Et je pense que je l'ai négligé avant. Ça, je n'en avais pas pris conscience avant, mais peut-être parce qu'on a le réseau Octo, tout simplement. Oui. Mais je sais que maintenant, en ayant un regard sur ce qui se passe à l'extérieur, j'arrive soit à relativiser des choses qu'on a chez nous et à prendre une vision de recul, une vision un peu plus globale, soit à me dire ça, c'est vraiment pas normal, parce que je sais qu'ailleurs, ça se passe pas comme ça. Donc, voilà, moi, je trouve que
c'est un plus. En tout cas, si on a envie d'explorer cette piste d'évolution, de track carrière de CTO, je pense que très tôt, on peut commencer à s'intéresser à des réseaux, sortir un peu de sa zone de confort, sortir de son seul quotidien, voilà, je sais pas, de l'action, du produit qu'on est en train de faire, essayer de prendre un peu d'inspiration ailleurs. Je pense que c'est plus vite on l'apprend et plus ça va nous servir. Yes. Alors moi j'ai encore plein de questions et puis je pioche un peu dans ce qu'on avait préparé, Clarisse et Fabien. Allez-y, prenez si vous avez des questions à poser à Myriam, c'est le moment. Vas-y, Clarisse. On va Euh, faire- ouais. Moi, je me demandais, c'est quoi pour toi le skill le plus important en matière de leadership, par exemple, pour être CTO? Hmm. Alors, tout dépend du rôle qu'on a de CTO. Parce qu'encore une fois, il y a des CTO, par exemple, qui sont plus des VP engineering, et donc il faut être vraiment dans l'opérationnel, il faut savoir recruter, il faut savoir gérer une dynamique d'équipe, il faut savoir, je pense que les VP engineering qui sont en train de gérer une scalabilité d'équipe, une scalabilité de produit, ils ont tous lu Team Topologies parce que c'est un peu la Bible là-dessus. Je pense que voilà, c'est des skills qu'il faut savoir développer. Le leadership, tu l'as dit, c'est hyper important. Je pense que chercher à développer un leadership qui fait grandir l'équipe sans être... la bonne distance, comme on dit, trouver la bonne distance avec les équipes, les laisser prendre des décisions pour grandir, mais en même temps pas trop loin pour éviter les grosses catastrophes quand même. Donc, parce qu'on a un produit à faire tourner. Donc, il faut trouver la bonne distance, il faut trouver le bon... Et après, il y a d'autres types. Moi, personnellement, je m'oriente... Enfin, il y avait un modèle de CTO sur lequel je me suis identifiée tout de suite, qui s'appelle le Business Enabler. Donc, un CTO Business Enabler, pour moi, c'est un CTO qui va travailler sur la vision stratégique, moi, mon objectif personnel, c'est pas juste travailler sur, par exemple, les sujets de R&D avec les octos, les stages, ce que je fais, ce que je fais beaucoup sur les stages, par exemple, etc. Moi, mon objectif, c'est d'avoir des décisions stratégiques qui impactent notre opérationnel. C'est-à-dire que travailler sur des sujets, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le cloud souverain et avoir les bonnes personnes, je ne suis pas toute seule, bien sûr, je suis même loin d'être la seule à travailler sur ça, mais avoir une vision sur le monde va vers là, par exemple, ou en tout cas, il y a une grosse orientation sur ces sujets-là qu'il faut qu'on regarde, etc. Et aller pitcher ça à nos clients, se confronter à l'opérationnel, essayer même d'orienter certaines réponses ou certaines discussions avec nos clients vers des sujets cloud globalement, move to cloud, mais aussi peut-être cloud souverain, sont des sujets hyper importants pour moi. Et donc, c'est une façon aussi d'avoir la stratégie qui va servir l'opérationnel et d'avoir un impact direct sur l'opérationnel. Donc, moi, c'est avoir une capacité à garder de l'opérationnel, donc à rester complètement opérationnel, même quand on parle de sujets stratégiques. Pour moi, c'est une qualité hyper importante quand on veut être un CTO Business Enabler. C'est des exemples que j'ai vus. Par exemple, je crois que c'était celui que j'avais vu comme ça, c'était Doctolib. Voilà, il y a des exemples comme ça de CTO qui sont vachement stratégiques et qui ont un impact direct sur l'orientation d'un produit, l'orientation de... Voilà. Et après, il y a plein de types de CTO, mais en tout cas, moi, c'est celui qui m'a le plus inspiré. Fabien? Est-ce que tu fais encore du delivery? Est-ce que tu développes encore? Est-ce que tu kiffes développer? C'est quoi ton langage de programmation préféré? Alors, On veut savoir un peu plus techniquement, là, un peu. c'est marrant, c'est la question qu'on me pose le plus. C'est vrai? Ouais. Est-ce que je code encore? Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est le coming out des CTO, en fait. C'est est-ce que tu codes encore ou pas? Tu vois, c'est le... Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec cette question pendant longtemps parce que j'ai eu énormément de mal à faire et je suis pas la seule, donc comment on appelle ça déjà? Le deuil. Pendant très longtemps, je voulais rester vraiment à faire vraiment du code opérationnel dans des missions de delivery tout en étant sur la stratégie d'entreprise, etc. C'est hyper compliqué et ça a un effet de bord que j'ai appris aussi. C'est que en fait, quand tu fais du delivery et du code, il ne faut pas que tu sois sur le chemin critique si tu n'es pas là tous les jours.
Ça, c'est un truc hyper important. Si ton code devait se retrouver en production, tu dois être là vraiment comme tous les membres de l'équipe. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et puis, un autre truc aussi, c'est que au final, enfin, je code encore. Hein, je code en Python, je code en Scala, je fais pas mal de Spark, je fais de la data, je fais du cloud, je fais plein de trucs. Mais mon code ne va plus en production. Et j'y tiens à ça. Même si ça me fait chier. Je sais que ça me fait chier et j'aurais adoré. Voilà. Mon code ne va pas en production et c'est un choix conscient. C'est-à-dire que voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce métier de développeur. Parce que moi-même, j'ai été longtemps développeuse professionnelle. Donc, je parle de développeurs professionnels. On a des développeurs professionnels dont c'est le métier. Donc, c'est des gens qui codent beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours et qui connaissent les dernières bonnes façons de faire et les bons patterns. Et j'ai beaucoup trop de respect pour ce métier pour me dire qu'en codant 2 jours par-ci par-là, que je vais garder le même niveau et je vais être aussi bonne techniquement en développement en tout cas que quelqu'un qui code tous les jours. Donc voilà, donc je ne code pas, je code toujours. Je suis capable de tester des trucs très rapidement. Là, avec mes stagiaires, je m'éclate, je code. Mais je ne code pas. Je code en mission, je fais beaucoup d'architecture. Donc typiquement, récemment, je représentais l'architecture. Enfin, j'étais le garant architecture sur des missions de delivery. Donc voilà, je suis encore capable de faire beaucoup d'architecture, etc. Mais coder tous les jours, pour moi, c'est un métier. Et c'est malheureusement plus tellement le mien. Parce que À je partir pense que de... à partir de combien de temps tu peux dire que voilà, si on, je sais pas, au bout de, je sais pas, 2 jours par semaine, c'est pas assez pour continuer de développer. C'est-à-dire qu'il faut peut-être prendre, je sais pas, dézoomer, après, ça prendre dépend de d'autres la activités. période. Ouais, je pense que ça dépend de la période. Tu as des périodes où on ne code pas non plus toutes les semaines pendant, je sais pas, quelques mois, et puis après on revient. C'est pas un problème. Moi-même, d'ailleurs, j'ai refait du code il y a, je sais pas, il y a 1 an et demi, mais je me suis remise vraiment. C'est-à-dire que je me suis remise pendant plusieurs semaines, quasiment 4 jours par semaine. Et là, mon code, il peut partir en production, il n'y a pas de problème. Mais si je suis là 2 jours sur la mission, je ne pense pas que je puisse faire du code qui parte en production. Je peux faire du code qui est repris par une équipe qui voit si c'est bon ou pas. Mais je peux pas, je peux pas faire un code comme ça en me disant. Donc, ok, donc en gros, pour résumer, tu codes encore, mais c'est plus pour tester, je sais pas, des nouveaux outils, tester des nouvelles choses qui sortent, poker des choses ou répondre à des... Ouais, par exemple, là, on est en train de poker beaucoup des solutions de cloud, notamment Google, Thales, ça s'appelle, j'ai oublié le nom, Sense, je crois. Voilà, c'est des trucs que je teste parce que c'est hyper important. C'est tout récent. Pour tester des trucs comme ça, il faut que je sois capable de le faire. Il faut que je sois capable de développer un workload complet, du stockage. Il faut que je sois capable de faire des tirs de perf. Il faut que je sois capable de faire tester la résilience d'une solution. Enfin, ça, je suis capable de faire. Mais je pense que je pense que c'est des trucs qui sont sérieux et qui peuvent très bien partir en production. Mais je pense que aujourd'hui, mon rôle chez Octo, on attend moins de moi d'être développeuse sur une mission de delivery que de travailler sur d'autres aspects, plus sur les orientations stratégiques, sur le plan de certification des Octo, sur les avant-ventes stratégiques, voilà. Mais ça reviendra peut-être, hein. Peut-être que je me remettrai sérieusement au Il y dev. a un spoiler sur ton futur. Est-ce que ça t'embête ou pas? Parce que moi, je sais que je serais malheureux. Moi, j'aime tellement coder. L'aspect un peu plus tentaculaire, c'est pas trop mon truc. Enfin, j'aime bien un peu, mais mon cœur de métier, c'est quand même le développement. Moi, j'adore ça. J'adore réfléchir, comment améliorer, etc., se poser les bonnes questions. Donc, du coup, est-ce que toi, tu parlais de deuil tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ça m'a embêté. Aujourd'hui, ça m'embête moins. Mais encore une fois, en fait, je m'éclate en faisant de la tech. Je fais toujours de la tech. Moi, je m'éclate en me creusant la tête sur une archi hyper intéressante, par exemple, hyper compliquée, hyper complexe, voilà. Je m'éclate en réfléchissant sur des problématiques data, en apprenant des choses nouvelles que je ne connaissais pas.
après, coder tous les jours de façon, on va dire, professionnelle, un produit que j'aurais vraiment compris, creusé, etc. Ça, j'adorerais, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que je fasse des... Enfin, on est obligé de faire des choix. Donc, on ne peut pas... Enfin, le job de CTO implique quelque part, je pense, du management, implique des choses qui sont la vision stratégique, implique de gérer des choses, moi, dans mon cas en tout cas, de gérer, je sais pas, les stages, de gérer les sujets qui sont sur le partenariat. Enfin, tu vois, il y a des trucs sur lesquels on m'attend plus que le développement d'applications. Du coup, il faut que voilà, c'est un choix qu'on fait. Si j'ai choisi d'être CTO et j'adore mon métier de CTO, maintenant je peux le dire, 4 ans. Donc voilà, j'ai choisi ça. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, il y a un truc faut que je lâche en fait. J'ai pas le choix quoi. Donc après, je code chez moi. Hein, je code. Enfin, moi, mon mari, il est développeur, donc on code à la maison. Il fait le front, je fais le back. C'est toujours comme ça. Voilà. C'est bien. Notre truc. Donc je code encore. Je m'éclate comme ça à ma façon, mais peut-être qu'un jour je reviendrai. Je sais pas. Peut-être que ce qui me rassure, un truc qui me rassure, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais sur un projet dans une banque avec une équipe vraiment de tueurs. Mais voilà, des équipes, enfin des octos vraiment très 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 forts. Tous les octos sont très forts, mais vraiment là c'était une équipe de cadors. Et en fait on a eu moi j'ai pas touché au code beaucoup. J'ai fait, enfin il y avait énormément de produits. J'ai géré l'intégration en fait, donc l'architecture, comment ça s'intègre, tout ça, comment ça allait fonctionner, les données sources, enfin bref, tout un tas de trucs. Et en fait, j'entends parler d'une erreur. C'était du Scala, je crois. J'entends une erreur, et en fait, c'est des erreurs que moi j'avais. Enfin, je veux dire, il y a des réflexes qui ne partent pas. Et je me souviens, ils avaient passé toute la journée dessus, et puis là, je me dis, ah, c'est pas possible, je vais aller voir. Et là, j'étais à voir, en fait, j'ai résolu en 2 minutes. Parce que c'est le réflexe des années de galère, parce que ça reste la plateforme de Java quand même. Donc, j'avais quand même. Enfin, voilà. J'étais très fière de moi en me disant que, bon, je ne code peut-être pas tous les jours, hein, je ne suis Comme pas le là vélo. toute la journée là, mais quand même, je suis capable d'apporter de la valeur en peu de temps. Et moi, je suis persuadée que quand on a codé, en fait, quand on a développé, si on a de la patience et l'envie, c'est une question de temps pour s'y remettre et redevenir Mais professionnel. enfin, je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire que quand tu connais pas le langage et qu'il y a un problème sur un autre langage que tu connais pas, tu as quand même dans ta tête des patterns. Tu as des skills, tu as de l'expérience et a priori, tu devrais pouvoir te débrouiller avec quelqu'un qui est avec toi, qui connaît un peu plus le langage. Normalement, tu devrais t'en sortir parce que tu as l'expérience. Donc là, ça me Ouais. choque pas que tu dis, c'est quelque chose qui est dans ta tête gravé, tu l'as vécu, X fois. Donc tu sais que, quand il se passe ci, sûrement il y a ça qu'il faut regarder et cetera. Mais Oui, ça fait du bien de le vivre, tu vois. Ça fait du oui, bien oui. de vivre ça et de se dire, putain, c'est cool en fait. Je suis encore capable de faire ça. Et d'un point de vue légitimité, c'est important aussi Ouais. vis-à-vis de l'équipe. Parce que cette question, faut pas la négliger, la question de la légitimité. Tu parlais tout à l'heure, Clarisse, de leadership. Je pense que le leadership, c'est en grande partie ça aussi. Hein. C'est montrer un discours dans lequel on est crédible, avoir la reconnaissance, enfin la légitimité des gens, enfin des gens Mmh. qui nous trouvent légitimes dans un rôle, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je parlais de coaching des CTO surtout au début, parce qu'on n'a pas 40 occasions de se montrer légitime et de donner une bonne impression, d'embarquer les équipes, etc. C'est vachement important, il ne faut pas négliger cette partie-là. Elle est importante. Ouais, c'est clair. C'est intéressant, mais alors du coup, l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui te trouvent pas légitime à ton poste et que tu es obligé, toi, j'ai envie de dire t'infliger ça, d'être, tous les jours, enfin de montrer que tu es légitime ou? Non, alors, ils sont pas venus me le dire. Peut-être que, je sais pas. J'ai pas ce sentiment-là. Mmh. J'ai un côté assez intuitif avec les autos, assez proche. Je suis assez proche des autos en général. Donc, je j'ai pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu mal vécu la partie du Covid. Enfin, les confinements très forts, très stricts qu'on a vécu. Mmh. En fait, il y a un côté proximité qu'on a un peu perdu. Et
ça m'a fait un peu mal, parce que moi, je fonctionne beaucoup par proximité avec les gens. Mais bon, je ferme la parenthèse. En gros, j'ai pas ce sentiment-là. Moi, je me sens pas illégitime entre guillemets sur Octo. Je pense que j'ai fait voilà, ces 4 années, j'ai travaillé avec énormément de gens, avec des leaders des tribus, avec plein de tribus, plein de ligues, etc., sur des sujets suffisamment importants, etc. J'ai pas ce sentiment-là. Mais c'est un travail continu et c'est légitime de se poser la question. Donc, quelqu'un qui se pose la question, peu importe où il est, que ce soit, je sais pas moi, un consultant confirmé, donc il y a des niveaux dans notre framework de carrière, hein, donc en fonction de l'ancienneté, enfin, peu importe où on se trouve, ça doit être normal de venir demander à quelqu'un et lui dire, en fait, t'es qui, ça veut dire quoi, TTO, qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'ai jamais mal pris ça. J'ai toujours adoré discuter de ce que je fais, que ce soit même des gens de la direction aussi. Enfin, juste partager ce qu'on fait et expliquer, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, gérer un partenariat? Qu'est-ce que ça veut dire, travailler sur les sollicitage? Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur les orientations, techniques? Enfin, je pense que, enfin, moi, je ressens pas le besoin de montrer que je suis légitime. J'ai pas cette question-là. Mais en même temps, il est normal que ce soit un travail continu parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent, il y a des gens qui partent, il y a des gens donc il est important de donner voilà, d'expliquer ce qu'on fait, de garder ce «réseau» entre guillemets, moi ce que j'appelle le réseau informel avec les ligues, les tribus, les gens qui sont importants, les leaders de tribus. Garder ce lien-là et c'est tout à fait important et j'accepte volontiers, moi même j'apprécie, quand les gens viennent me voir en me disant: «Au fait, ça veut dire quoi, enfin gérer les partenariats, ça veut dire quoi les stages, ça veut dire quoi, et pourquoi les événements chez Octo, comment ça marche? Ça veut dire quoi avoir une ligne éditoriale, sur je sais pas moi, sur nos événements?» Et moi je trouve ça génial parce que, justement quand on pose la question, c'est tout à fait, ça montre que c'est bienveillant Mmh. et les gens sont honnêtes quoi. Ouais, pour revenir justement au sujet de la légitimité, genre les femmes souvent elles sont sujettes au syndrome de l'imposteur, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu ressentir dans ta carrière? Alors je vais peut-être vous choquer, vraiment, attention, attention, breaking news. Moi j'adore le syndrome de l'imposteur. Je trouve que c'est un truc génial, le syndrome de l'imposteur, parce que c'est un truc qui juste une alerte, en fait. Et peu importe qui, enfin, femme, homme, peu importe, je pense qu'on l'a tous, en fait. En tout cas, j'ai vu des hommes souffrir énormément de ce syndrome de l'imposteur. Présent. Et en fait, voilà. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu une coach personnelle qui m'a beaucoup aidée sur cette question en me disant, j'étais là en train de dire, je comprends pas, j'ai l'impression que j'y arrive pas, le syndrome de l'imposteur. Elle me dit, syndrome de l'imposteur, c'est il faut savoir l'apprivoiser, en fait. Il faut savoir se dire, c'est une alerte au cerveau qui monte, qui dit attention, attention, attention. Est-ce que tu as vérifié ça? Est-ce que tu as vérifié ça? Est-ce que tu es sûr que tu as. Quand on ne se sent pas à l'aise sur un sujet, c'est que peut-être qu'il y a des angles du sujet qu'on n'a pas craqué. Ou peut-être qu'on n'est pas nous-mêmes très sûrs. Moi, j'ai appris à apprivoiser ce syndrome de l'imposteur qui, en fait, c'est inconfortable, mais quand enfin, après beaucoup de travail et des séances de coaching, etc., j'arrive à me mettre à côté en me disant, OK, bah, ça, c'est l'inconfort. Il faut comprendre pourquoi il y a cet inconfort-là et essayer de résoudre les points un par un pour être plus confortable. Parce que quand j'ai pris le job de CTO, ouais, il y avait le syndrome de l'imposteur. Mais en même temps, c'était nouveau et il y a plein de trucs, plein de questions auxquelles je ne savais pas répondre. Tous les gens qui me disaient, mais ça veut dire quoi CTO dans une ESN? Mais au début, moi, j'en savais rien, en fait. Donc, c'est normal que je me sente pas à l'aise et qu'on se sente et qui est ce syndrome de l'imposteur. Quelque part, c'est normal en fait. Donc, moi, je le prends comme une alerte qui me dit, bah, en fait, tu dois peut-être bosser plus ce sujet-là avant de t'exposer ou d'aller plus à la lumière. Ça devient problématique quand, au bout de, je sais pas, quand on a vraiment bien travaillé le sujet, on a toujours du mal à prendre la parole ou à s'exposer. Mais dans beaucoup de cas, je pense que c'est juste je sais pas, un réflexe protecteur du cerveau qui nous Mmh. dit attention à ce que tu es en train de faire. Quoi. Ouais, moi je fais des fois le parallèle avec la peur. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais c'est un trigger super intéressant et si tu n'as peur de rien, en fait, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas alors parce que la peur, te t'alerte de quelque chose et c'est super important et c'est normal et c'est humain d'avoir peur.
Et après tu gères, comme tu peux ta peur. Bah, là, je trouve que c'est pareil, c'est Mmh. intéressant d'avoir cette réflexion, c'est humain, c'est un sentiment, qui est normal, il faut pas, en avoir peur, il faut pas, c'est normal. Ouais, c'est ça et en fait, je pense qu'en l'acceptant enfin, c'est ça, moi, c'est pour ça que quand j'entends un syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression qu'on le range dans un coin et on se dit, «OK, c'est un truc que je devrais pas avoir et du coup, qu'est-ce que je fais?» Et plutôt l'accepter et de se dire, il y a des techniques, en fait, pour entraîner le cerveau à chercher là où on a vraiment peur, le point qu'il faut qu'on «blinde» entre guillemets, pour que ce syndrome se calme et que l'alerte, tout simplement, on la règle, quoi. Donc ouais, c'est intéressant, enfin je suis contente que tu partages, Fabien, parce que Mmh mh. je suis pas sûre que ce soit partagé par beaucoup de gens. Moi, c'est la réflexion que j'avais en tout cas, mais et puis j'accepte que tout le monde soit pas d'accord, hein, bien sûr. Ah oui, ça n'engage que nous, hein, tout ce qu'on dit là, on le redit, ça n'engage que nous. C'est une Merde, simple j'ai été foutu. conversation, voilà. Yes. Ouais, ça, moi, je pourrais en parler des heures du syndrome de l'imposteur. À chaque fois que je commence une mission ou j'arrive sur une techno que je connais pas, en tant que tech lead, je dis bonjour, bah, je connais pas le truc, du coup je dis oh là là, je vais passer pour un con et tout. Donc en fait, bah, je fais ce que dit Myriam, quoi. Je regarde un peu comment ça marche, je regarde le framework, j'essaye de me rendre utile autrement que par la tech aussi pour montrer bah, tous les aspects de leadership, machin qu'on peut avoir, bah, ça peut le faire aussi. Et après, souvent, je fais confiance aussi à mes devs. Il y a très certainement dans l'équipe un expert du machin que tu peux pouvoir lui poser des questions et tout. Et en fait, ça va bien se passer. J'aime bien Mmh. le côté un peu moteur de ce truc-là, comme tu disais. S'il est là, c'est qu'il y a un truc cool à craquer et c'est source de motivation. Euh, et ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont et qui le partagent peut-être pas. Et encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, il faut libérer aussi cette parole-là et en parler. Et pareil, encore une fois, je pense que le manager ici, il peut encore aider en se disant, bah voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Pour mon cas personnel, j'en avais parlé à un collègue chez Octo en disant, putain, il y a cette mission, ça m'intéresse, mais par contre, j'ai aucune bille et tout. Il me fait, mais vas-y, let's go, ça va bien se passer. Et en effet, ça s'est bien passé. Et je pense qu'il faut juste en parler, quoi, en vrai. Ouais, tu raison. En fait, je trouve qu'on est un peu en ce moment, enfin, ça fait déjà plusieurs années et on est dans une période un peu du culte de l'expert, le culte de, je sais tout faire, le culte de ma vie est géniale, je montre que ma vie, regardez comment c'est hyper facile pour moi la vie et tout ça et je pense que c'est important de, comme tu dis, de partager tout en fait. Moi, des fois, dans des projets, ça m'arrive, en rétrospective, de dire: «Mais en fait, moi, je comprends rien à ce qu'on est en train de faire là» ou «Je comprends pas pourquoi ce problème-là, je suis la seule à le voir et pourquoi on ne le voit pas tous, pourquoi on ne partage pas?» Et je pense que plus on le fait, plus les autres vont le faire. Partager nos émotions aussi, c'est Mm. hyper important. Je pense que plus, c'est pour ça que moi, je tiens à le faire parce que je me dis peut-être j'accentue un peu des fois le trait. Parce que je me dis que, à nous de montrer, en fait, c'est un pas en avant, pour tout le monde, quand on commence à partager ce genre de choses. Je ne me sens pas en confiance. Mon niveau de confiance sur ce truc-là, que je suis en train de faire, j'ai pris le rôle de tech lead, je sais pas, mon niveau de confiance, il est de 3 sur 5, donc j'ai peut-être besoin de vous, à un moment donné et il y a pas de honte à avoir et voilà et ouais, je pense que c'est important, de partager plus nos peurs, nos Ouais. hésitations, nos doutes, c'est hyper important. Dans le chat, on nous dit l'autre façon de voir le syndrome de l'imposteur, c'est l'adage fake it till you make it. Je suis pas trop Non. d'accord. Je suis pas trop d'accord avec le fake it parce que ça me Ouais. va pas trop de. Moi, je préfère arriver, comme tu le disais, en disant bah voilà, ça je connais pas. Je vais creuser ou si tu veux, on regarde ensemble, on creuse. L'aspect dans l'adage que tu présentes, la partie fake m'ennuie un petit peu par rapport. Voilà, je veux pas. Moi, je fake pas. Je dis voilà, Après, enfin, je sais pas si c'est exactement ça, mais il y a un truc que j'aime bien. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté d'utiliser cette expression après. Mais ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est de se dire, par exemple, en gros, c'est pas vrai, l'habit fait un peu le moine. Enfin, moi, depuis que je suis devenue CTO, j'en suis sûre. Il y a des fois où je disais exactement la même chose qu'avant, sauf que en étant CTO ou pas CTO, ça ne donne pas la même chose. Les gens projettent des choses sur vous, c'est sûr. Donc, quelque part,
Fake it, enfin, même si au début, tu vois, ça fait juste un mois que tu es CTO, c'est pas là que tu vas, je veux dire, changer des idées comme ça, quoi. Ouais. Donc, quelque part, le côté, bon, bah maintenant j'y suis, hein, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Donc, tu vas dire des choses, les gens vont les prendre différemment que si tu ne l'étais pas. Donc, il y a un peu de vrai quand même dans ce truc-là, même si c'est pas fake, tu es vraiment CTO, Hmm. mais CTO depuis 3 semaines, tu vois, donc c'est pas. Et par contre, j'ai arrêté d'utiliser cette expression parce que, alors, je me souviens plus du nom de cette femme qui avait fondé une start-up dans le médical qui faisait des analyses médicales hyper. Enfin, qui était censée faire des analyses médicales très vite et qui ont plein procès parce qu'elle a tout menti. En fait, je crois qu'elle avait écrit une série d'articles ou je sais pas quoi qui s'appelait Fake It, You Make It. En fait, tout ça, c'était fake. Enfin, c'était vraiment du fake. Du coup, je me suis méfiée de cette expression parce que ça renvoie peut-être à quelque chose de un peu trop fake quand même. Hmm. Mais dans l'idée, j'aime bien le côté, des fois, c'est vrai que l'habit fait un peu le moine quand même, un petit peu. Si on n'est pas trop décalé et qu'on y travaille, je pense que dans certaines positions, le fait d'avoir une casquette, un rôle, un titre, ça. ça La, aide. la seniorité crée des biais par rapport à Ouais, ceux qui sont plus juniors. c'est vrai. Il faut faire attention à ça des fois. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. Complètement. Des fois, enfin, d'ailleurs, on le voit, surtout, je pense qu'on a une culture où on sait que tout le monde peut avoir des bonnes idées, donc on essaie d'écouter un peu tout le monde. Mais enfin, moi, j'ai été bluffée par des stagiaires, quoi. Hmm. Oui, bien sûr. T'es là, alors attends, moi j'ai 10 ans d'expérience, t'es en stage, putain, t'es balèze quand même, hein. Et en fait, c'est génial parce que je pense que c'est un indicateur fort de la maturité d'une entreprise. Le fait de savoir écouter, donner une chance, même si on n'est pas d'accord, laisser les gens expérimenter quelque chose, ça, c'est un marqueur très très fort de la maturité d'une entreprise, sa capacité à se renouveler, à s'innover, etc. Carrément. Par rapport à ça, j'aime bien souvent dire aussi avec qui et les gens que je discute, de ne pas me croire, de pas me croire sur parole. Allez diguer, allez chercher Ouais. ce que j'ai dit. Ne me croyez pas sur parole, ne croyez personne ou presque, enfin, en fonction de la relation que vous avez avec la personne, si vous la connaissez bien. Mais de base, j'aime bien le fait de je vous dis un truc, mais ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Ça se trouve, c'est obsolète. Hmm. Ça se trouve, je me trompe, ça se trouve, j'ai mal traduit de l'anglais et je vous dis n'importe quoi, tu vois? Et donc Ouais, non, c'est vrai. ne me croyez pas sur parole. Bien. Exactement. Moi, je dis la confiance n'exclut pas le contrôle. Je te fais confiance, mais je vais aller voir quand même. Moi, j'aime bien. En anglais, ils appellent ça en fait, j'ai oublié enfin, je crois qu'en anglais, ils mettent une vraie différence entre confiance au sens français du terme, je te fais Hmm. confiance, c'est bon, c'est ouvert, et le côté accountable, en fait. Yes. J'ai confiance en toi tant que tu fais bien ce que tu as dit que tu allais faire, quoi. Donc, moi, les anglo-saxons, je pense qu'ils sont plus précis avec la terminologie qu'on met derrière confiance. Sache que Fabien, il y a quelqu'un dans le chat qui n'est pas d'accord avec toi. D'ailleurs, si cette personne veut préciser sur quoi, Je pense qu'elle que n'hésite c'est pas. la confiance n'exclut pas le. Non, c'est pas Non, ça? ça c'est moi qui viens de le dire. Ah oui. Ouais. Peut-être en Putain, disant. on est quelqu'un qui est d'accord. Ouais, Intéressant. il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Un Ouais, clash. un clash Ouais, peut-être en une cours. battle. Il faut faire une battle. Yes. Je sais pas si cette personne veut préciser S'il veut préciser, son propos. Sachant que je me souviens plus de ce que tu as dit. Que Ah lui, non, la que lui il demandait à son équipe ou ses interlocuteurs de par défaut pas le croire sur pardon. parole Ouais. et La période des enfants. Ouais. de double-checker les dires de Fabien. Moi, je trouve pas ça déconnant en vrai. Mm. Peut-être pas tout le temps, mais sur certains non, trucs, mais voilà. le sous-entendu, c'est aussi aller chercher. J'ai pas la vérité vraie. Mm. Hmm. Aller chercher. Évidemment, je vais essayer de pas dire des bêtises, mais je reste un être humain et je peux me tromper. Et donc,
n'hésitez Après, pas à aller checker à côté, lire de la doc, lire des livres, ouais. voilà, et revenez vers moi et pour dire: «Bah non, là, tu vois, Fabien, là, j'ai un peu creusé le truc, Après, effectivement, faire ça, peut-être que, enfin, je sais pas si la personne a répondu, Pas pour encore. dire ce quoi. qu'est-ce qu'elle sait?» Allez, je prends des hypothèses, tu me diras si Voilà. tu es d'accord avec ça. Peut-être que ce qu'elle veut dire, alors c'est vrai qu'il y a un côté aussi, enfin, ce qu'on appelle l'état d'esprit d'émergence. Donc, c'est ce que tu dis, Fabien. C'est-à-dire que, voilà, moi, je pose une idée sur la table, mais en gros, mon avis vaut autant que le vôtre. Mmh. Donc, proposez vos idées, challengez, machin. Je trouve que c'est très bien dans des phases de, je sais pas moi, de réflexion, d'expérimentation, ou même globalement, enfin, dans la plupart des cas, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a des cas peut-être où on a besoin de prendre une posture de leadership parce que c'est des choix stratégiques sur Mmh. lesquels on doit s'aligner en fait. Et il y a des décisions peut-être parfois difficiles à prendre, qu'il faut qu'on sache prendre et partager. Il faut expliquer, donner du sens, mais des fois on peut avoir des gens pas d'accord et tant pis, quoi. C'est la vie, et c'est comme ça. Donc c'est peut-être ça que la personne veut dire. Alors en fait, Mais, c'était une vanne pour la personne apparemment et qui ah ouais. s'excuse. Enfin, qui pas qui s'excusait, mais voilà, c'était une vanne en contre-pied. Mais tu sais, du coup, comme moi, je reçois le texte et forcément, il y a un peu décalage entre ce que je vois et et le direct. C'est une vanne qui n'a pas marché, mais c'est pas grave. Du coup, il disait qu'il était pas d'accord avec toi parce que du coup, comme tu dis, pas d'accord, elle était pas d'accord avec toi. Ah oui, d'accord. Voilà. Eh ben, écoute, je suis désolée, du coup, j'ai émis une hypothèse. Mais non, mais fausse. c'était, ça restait Et intéressant. non, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aussi, si tu es tech lead, par exemple, prendre des Ouais, décisions et et faire des choix aussi qui sont remaniables derrière facilement aussi. ouais. Pas se bloquer non plus, parce qu'on peut se tromper encore une fois. Et il y a Mais des fois, ouais, pardon, vas-y, vas-y. moi, c'est surtout l'idée d'aller chercher la connaissance aussi par Mmh. vous-même. C'est bien, moi, j'aime partager ce que je sais, mais j'aime bien aussi recevoir Ouais, et bien surtout, sûr. me contredire si, bah, j'ai dit une bêtise, et souvent, moi, c'est plutôt obsolète. C'est-à-dire que j'ai un truc que j'ai appris il y a 10 ans, que je le ressors aujourd'hui et bah, potentiellement, bah, c'était plus d'actualité et voilà, parce que j'ai pas relu, j'ai pas refait les trucs Bah, en ouais, bon. bah, ouais, carrément, carrément. Non, non, et puis c'est la meilleure façon d'engager une équipe, en fait. Mmh. C'est de les laisser, proposer, trouver des solutions. Enfin, c'est génial cette phase-là, moi j'adore, hein, et en même temps, on a une responsabilité, donc il y a des fois, il faut gérer le temps court, enfin l'urgence du moment, Oui, et l'urgence, c'est pas faut la être même chose pragmatique, que, hein. voilà. Donc non, mais c'est intéressant comme sujet. Yes, il est 18h57, on s'était donné pratiquement jusque 19h. Franchement, on n'est pas trop mal. Moi, j'ai une dernière question Eh ben, vas-y. si tu peux ou tu veux répondre, Myriam, c'est quoi tes prochaines ambitions? C'est quoi la suite pour toi? Voilà, si tu as envie d'en parler. Ouais, ouais, carrément, carrément. Alors, je vous avoue que, ah oui, je m'étais noté de dire un truc et j'ai pas eu l'occasion. Ah bah, Je, voilà, je suis maintenant, depuis 2 ans, j'ai pris conscience des problématiques liées à la diversité chez Octo, etc. Enfin, pas que chez Octo, dans notre industrie globalement. Mais j'ai aussi eu la chance, le privilège, l'honneur, je sais pas, de participer à la Convention des entreprises pour le climat. Et donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc, j'ai pris conscience et je vais pas tuer l'ambiance, hein, ne vous inquiétez pas, c'est très positif. Au contraire, ça m'engage, ça me met dans l'action. J'ai vraiment pris conscience bah, de la marche que notre génération à toutes et tous là, on a à franchir. C'est un challenge extrêmement intéressant à franchir. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, il va Ouais. falloir comme. ah oui. Et du coup, en fait, j'ai vachement de mal maintenant. Quand je disais tout à l'heure que je réfléchissais aux questions stratégiques, pas que moi, hein, globalement chez Octo, avec les tribus, les ligues, etc., bah, j'ai beaucoup de mal à dissocier ça maintenant de quoi que ce soit que je fasse. Mmh. C'est-à-dire que je n'ai pas l'intention de réfléchir mes prochaines étapes sans réfléchir à cette question-là et sans que ce soit entièrement lié au sens qu'il peut y avoir derrière ça. Donc moi, me suis engagée chez Octo, là, en plus de mon job de
de CTO. En tout cas, mon job de CTO, je considère qu'il doit intégrer une partie de ça. Enfin, une partie de mon job est directement liée à nos orientations environnementales, notre impact environnemental, notre impact sociétal, notre modèle d'affaires qui doit évoluer, le modèle d'affaires de nos clients qui doit évoluer pour aller vers quelque chose de plus vertueux. Et je ne m'imagine pas mon avenir en dehors de cette question-là. Et Octo, je dois avouer, jusque-là, m'a vraiment surprise à prendre des orientations fortes sur ce sujet. Et donc, moi, tant que je peux m'épanouir là-dedans, en réfléchissant à ces questions-là, en essayant de prendre une position forte sur ce sujet, à travailler avec nos clients pour construire des écosystèmes vertueux, tant qu'on est dans ce sens-là, moi, je vois mon avenir chez Octo et plutôt sur des sujets techniques qui sont, j'allais dire, au service de cette vision-là et de ces changements, ces transitions que l'on doit faire dans notre monde. Donc, c'est pas très précis, mais j'ai envie que... Enfin, voilà. Moi, mes prochaines orientations, elles sont certainement dans ce sens-là. Top. Eh ben, Eh il y a du bien, boulot. je suis en équation avec ça aussi. Yes. Et c'est positif. Attention, cette transition, pour moi, elle est désirable. C'est-à-dire que cette notion de désirabilité, elle est hyper importante. Ça, il ne s'agit pas de casser l'ambiance en disant que on n'aura plus rien de sympa dans nos vies et dans notre métier. Bien au contraire, moi, je pense que cette transition-là, c'est pour nous qui sommes dans l'IT, qui sommes extrêmement curieux, qui avons envie de trouver des solutions ingénieuses à plein de problèmes. Moi, je vois une énorme opportunité pour réinventer un monde qui, au final, avait tendance à peut-être à arriver dans un état très stagnant et très établi, quoi. Donc là, à nous de bousculer des ordres établis et créer quelque chose de nouveau. Bah, sur ces belles paroles, je vous propose si avant que vous aviez encore des questions, Fabien et Clarisse, ou même toi, Myriam, mais je trouvais ça sympa de finir là-dessus. Bah, merci à tous les trois. Merci encore, Myriam et Clarisse, de vous être prêtés au jeu. C'était cool. Merci aux personnes sur le chat qui ont posé des questions. C'est vraiment pour ça qu'on fait cette émission. C'est qu'on puisse vous inclure. Alors, vous pouvez pas venir sur le Meet. Petite dédicace à Caroline. T'inquiète pas, je t'en veux pas du tout. C'était drôle même. Voilà, mais posez vos questions sur le Twitch. C'est fait pour ça. Commentez les vidéos sur YouTube si vous voulez. Si vous avez des questions, on regarde. On peut vous répondre. Rendez-vous certainement le mois prochain. On va essayer de caler ça. Encore une fois, merci pour ton temps, Myriam. C'était vraiment très très cool. Merci. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi derrière vos écrans à regarder cette émission. C'est maintenant qu'on vient sur le Meet pour tout casser. T'as 3 secondes pour venir sur tout casser. Je vais bientôt switcher de scène. Je vous dis à tous une bonne soirée. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Ciao, ciao.